Nous poursuivons les auditions. Et le rôle de Canal+, qui me semble quand même décisif, qui me semble un paramètre décisif. Et puis aussi, alors c'est un peu peut-être en marge de votre mission, mais c'est quand même très significatif. C'est le rôle des intermédiaires. Là, je ne parle pas des agents de joueurs, mais je parle des banques d'affaires et des avocats d'affaires. Quand on parle de fonds, il y a forcément attaché ou non loin des fonds, les banques d'affaires ou les avocats d'affaires qui jouent des rôles considérables de mon point de vue. Et qui, en l'occurrence, sur le deal principal, l'accord principal dont vous avez parlé, Monsieur le Président, qui est l'accord entre la Ligue CVC, ont joué un rôle prépondérant et en ont touché des sommes qui semblent assez extravagantes si on le met en regard de mon point de vue, du travail qui a été fourni. Covid, le seul sujet, le partie 1, le seul sujet, c'est qu'on a été le seul pays de grandeur à arrêter le championnat. Donc ça a évidemment eu des effets. Dans le laisser-faire, peut-être le laisser-aller d'ailleurs, de l'État sur le sujet, en se disant que peut-être il fallait compenser une décision qui avait été prise d'une manière qui reste encore un peu obscure, en tous les cas à mes yeux, entre le gouvernement d'un côté, la Fédération française de foot de l'autre. Je voulais revenir simplement sur l'appel d'offres qui a conduit la société espagnole Mediapro à être détenteur puis à arrêter les droits, qui est l'appel d'offres de 2018, puisque celui-là était crucial, puisqu'on est avant la pandémie, et que c'est un appel d'offres ultra sophistiqué, qui a eu des conséquences importantes. C'est pas la Ligue qui a essayé de faire un croche-pied à Canal+, c'est bien Canal+, qui s'est arrêté de concourir dans l'appel d'offres, au milieu de l'appel d'offres. Et je pense que Maxime Saada, devant vos collègues députés, l'a clairement exprimé ainsi. Donc c'est pas une nouveauté, mais enfin, je pense qu'il est bon de le rappeler. Sur l'épisode Mediapro, la question cruciale, c'est, je rappelle les faits, donc il y a un appel d'offres en 2018. Mediapro doit prendre les droits en 2020. Entre les deux, évidemment, il y a la pandémie et que les conditions ont changé, que Mediapro n'honore pas, et c'est Mediapro qui se met en défaut en premier, n'honore pas une des traites qui est due au titre du contrat. Néanmoins, ce n'est pas le point crucial. Le point le plus important, c'est pourquoi à ce moment-là, la LFP n'a pas tenté de négocier avec la société espagnole. Ça restera pour moi un épais mystère. Alors peut-être que ça aurait échoué, peut-être que, parce que la renégociation avec Mediapro aurait entraîné de facto une renégociation avec Canal+ et avec Free. Enfin, le couple beIN Canal+ d'un côté et Free de l'autre. Mais pourquoi on n'a pas tenté cette négociation? Il n'y a pas eu de tentative, il n'y a même pas eu de tentative de renégociation, pas eu de tentative de savoir si l'actionnaire principal majoritaire, nouvel actionnaire majoritaire de Mediapro, avait des capacités à honorer ou pas. Bref, c'est un mystère puisque là, Mediapro, il n'y a jamais eu cette tentative. Pour moi, la société commerciale, la filiale commerciale, on l'appelle comme on voudra, elle est nécessaire dans l'expression économique du football aujourd'hui. Jusque-là, c'était quand même, à chaque fois, à la Ligue, c'était quand même des discussions de marchands de tapis entre les présidents qui intervenaient sans cesse, etc. D'avoir une filiale commerciale qui soit plus autonome des décisions des uns et des autres, des classements des uns et des autres, c'était plutôt une bonne solution. Cette filiale commerciale, je ne pense pas que ce soit un mauvais sujet en soi de trouver un partenaire. Et on en arrive donc à CVC avec, je le redis une fois, société commerciale, oui ou non, c'est une décision stratégique, bon, pourquoi pas. S'associer à un tiers, oui, non, pourquoi pas. Là, en revanche, où on arrive à quelque chose qui est plus complexe, c'est les modalités de cette association avec un tiers qui sont incroyables, voire délirantes. Vous vous posez une question, cette répartition est-elle équitable? Non. Enfin, après, donc, il y avait, je rappelle ici qu'en contrepartie du contrat que vous avez donné, Monsieur le Président, il y avait une répartition entre les clubs. Une répartition qui est très singulière. Or, si on analyse la valeur économique du championnat, la valeur économique du championnat, je suis désolé pour les autres, elle tient pour deux clubs. Le Paris Saint-Germain en 1, l'Olympique de Marseille en 2. Et que ces deux clubs représentent, comme le Real Madrid et le FC Barcelone,
entre 2/3 et 3/4 de la valeur du championnat. Car si vous enlevez ces deux équipes, malheureusement, je dis malheureusement parce que ce n'est pas forcément ce qu'on doit attendre d'un championnat, mais que malheureusement, économiquement, et je ne parle pas sportivement, ce championnat a une valeur qui est divisée par 2, par 3, par 4, par ce que vous voudrez. Et quand on regarde la répartition qui a été faite à l'issue de CVC, on s'aperçoit que sur 1,5 milliard, il y a environ 1,1 milliard, un peu plus, qui a été distribué, et que l'Olympique de Marseille ne touche que 80 millions d'euros. Donc c'est 90 millions d'euros, donc c'est un petit peu extraordinaire. Pendant que des clubs de moindre réputation, en tous les cas avec un public, une audience générale, un palmarès, touchent quasiment autant. Je pense par exemple à Rennes et à Nice. Donc fallait-il flatter les actionnaires de Rennes et Nice? J'en sais rien. Mais en tous les cas, effectivement, cette répartition est très singulière, est très bizarre. Mais c'est vrai aussi pour des clubs comme je l'avais énuméré dans mon livre, des clubs comme Bordeaux, comme Nantes, comme Saint-Étienne, dont les parts sont pour le moins étonnantes. Ce deal, évidemment, la seule question qui vaut, et à laquelle malheureusement je ne vous apporterai pas de réponse ce soir, c'est pourquoi les présidents de clubs l'ont accepté. Je pense notamment à 3 présidents de clubs. Il y a 3 présidents de clubs qui retiennent mon attention. C'est celui de Lens, M. Augourlian, celui de Lorient, M. Ferry, et celui de Bordeaux, M. Lopez. Pourquoi ces 3-là? Ces 3 hommes-là sont des propriétaires ou actionnaires ou managers de fonds puissants, reconnus sur la place publique, à Paris, à Londres et dans le monde entier, et qu'en une demi-seconde, il n'y a pas besoin de leur expliquer même une minute, ils ont compris que l'accord qui est passé avec CVC ne pouvait pas être favorable, et qu'il était même extrêmement, je pèse mes mots, et l'adverbe est important, extrêmement défavorable. Donc pourquoi l'ont-ils approuvé? Pour moi, ça reste un mystère. Alors, les autres qui savent compter aussi l'ont approuvé. Évidemment, on a mis ça sur le dos de la conjoncture de l'époque et de la faillite probable, possible des clubs. S'il n'y avait pas eu d'accord, il n'y aurait jamais eu de faillite probable ou possible des clubs. Monsieur le président de la DNCG vous dira certainement le contraire. Mais je me demande toujours comment ils calculent en fait et comment ils comptent, puisque les actionnaires des clubs que vous connaissez tous avaient remis beaucoup plus d'argent au pot que l'argent qui était encore nécessaire. Et on voit mal les Qataris, M. Augourlian, M. McCourt à Marseille, enfin dans tous les clubs, ne pas remettre les sommes nécessaires à la continuation de l'exercice de leur club. Donc c'est pas une excuse valable de mon point de vue. C'est pas une excuse valable non plus. Enfin, on dit que ça pouvait être opposé à une dette. Oui, il y avait une possibilité de contracter une dette plutôt que d'avoir ce type d'accord. Ça n'a pas été fait. Là aussi, ça reste un mystère, puisque ça aurait été. Les clubs espagnols ont fait ce calcul-là. Hein. Ils l'ont publié, puisque quand il y a eu l'accord qui s'est passé en Espagne avec CVC, le Real Madrid et le FC Barcelone ont proposé un autre accord au club en publiant les chiffres qui pourraient être que les clubs devraient en cas d'un simple emprunt. Et on voyait une différence considérable, ce qui est le cas en France, a fortiori en France, puisque c'est le seul pays où l'accord, vous l'avez dit, Monsieur le Président, était illimité, alors qu'il est limité dans le temps en Espagne. Alors, ce qui est plus étonnant dans l'accord qui a été passé avec la LFP, c'est que, d'abord, c'était assez nouveau, il faut le dire, c'était avec une ligue. Il y avait des fédés internationales qui passaient déjà des accords, mais là, c'était avec une ligue. Et c'était pour eux, vous l'avez dit et répété, mais je crois que maintenant c'est bien rentré dans les consciences de chacun que c'était illimité. Donc je rappelle aussi que jadis, ceux qui ont des cheveux blancs s'en souviennent peut-être, la meilleure équipe de l'OM dans les années 70 était descendue en Ligue 2. C'était soi-disant la meilleure équipe de tous les temps de l'Olympique de Marseille.
l'année où elle avait été présentée comme telle par les médias et par le milieu du football, elle était descendue en Ligue 2. Donc, enfin, à l'époque en Division 2. Donc, cet aléa sportif, il joue un rôle important. Mais, et c'est là tout l'intérêt, c'est qu'il n'y a pas d'aléa sportif. Là. Donc, voilà, on peut considérer qu'il y ait des sommes importantes en jeu. Quand l'aléa sportif est là, on peut considérer que les clubs peut-être ont des raisons de prendre de l'argent immédiatement plutôt que sur le temps. Là, il n'y a pas d'aléa sportif.